l'hémisphère son. La première fois que j'ai vu et entendu jouer Joël Léandre, au milieu de son concert, j'ai pleuré. J'ai un souvenir impérissable de ce moment précis, quand sa voix grave a surgi des textures sombres de sa contrebasse, avant de s'élever, de se dissocier de l'instrument et de réaliser un contrepoint merveilleux avec son jeu d'archer. Il m'a semblé assister là, en quelque sorte, à une naissance de la musique. La quintessence de l'organisation des sons, la substantifique moelle de l'émotion musicale. L'instant reposait sur un mélange de fragilité, l'éphémère organisation de quelques éléments seulement, presque rien, et de solidité, celle qui émane de cette musicienne hors pair, cette grande dame de l'improvisation, de ces intenses années de pratique émaillées de centaines, de milliers de rencontres avec une infinité d'artistes. Un rock posé sur un fil d'équilibriste. La carrière de Joël Léandre débute dans le bouillonnement des années 70 au sortir du conservatoire, armée d'un premier prix de contrebasse. Elle dévore tout, et surtout le plus contemporain, participant à l'ensemble itinéraire, à l'ensemble de EDM. Elle est marquée par une découverte déterminante, celle du free jazz. Joël Léandre, c'est aussi une histoire de rencontre avec des musiciens passionnants qui jalonnent son parcours. J'en cite juste quelques-uns. Bar Phillips, Derek Bailey, Irene Schweitzer, Maggie Nichols, Steve Lacy, Carlos Zingaro, George Lewis, Jacinto Chelsea et John Cage. Rien que ça. Bonjour Joël Léandre. Bonjour. Merci infiniment de m'accorder cet entretien chez toi, au milieu de tes souvenirs, de tes photos, à deux pas de ta contrebasse. Et mes plantes. Et de tes plantes, bien entendu, qui peuplent l'appartement. Nous sommes à quelques jours seulement du Festival Musica. Tu vas te produire au Festival Musica le 26 septembre dans un programme très particulier. C'est un programme, je dirais, autobiographique, c'est bien ça ? Oui, c'est même une première qu'une musicienne, un musicien, une musicienne ose parler de sa vie en public. Et je ne suis pas ni comédienne ni actrice, donc je vais tchatcher. Tu vas jouer avec Lorraine Newton, Serge Tessoguet et Édouard Perrault. Tu as déjà joué avec chacun de ces trois musiciens ? Jamais avec Édouard. Il y a un grand désir depuis de longues années. Et donc ce quartet... C'est pas un quartet. Je vais te détailler la soirée si tu veux. Voilà, c'est absolument pas un quartet. C'est tout sauf un quartet. C'est une performance où je vais parler de mes quatre vies, je dirais, d'une musicienne donc, qui grandit, qui apprend, qui file, qui marche et qui continue. J'ai débuté la musique à l'âge de 9 ans, sur un tabouret. J'ai commencé par le piano, il n'y aura pas de piano. Mais très rapidement, je me suis mis à la contrebasse. Je ne vais pas détailler, on va s'arrêter à la contrebasse. Mais 9 ans, c'est très jeune, c'est toute petite jeune fille, même enfant, on dirait. C'est mes 4 piliers de vie. Le classique, le contemporain, le jazz, moi qui n'en joue pas, parce que je suis une enfant du free jazz. Et le 4e, c'est cette électricité, c'est cette contemporanéité qui termine en duo, Serge et moi, la guitare électrique. Il n'y avait pas la guitare électrique sous, je ne sais pas, Mozart ou sous Palestrina, ou avec Beethoven ou Bartók. C'est un instrument moderne, contemporain, de notre, voilà. Un peu comme le sac, mais le sac, c'est quand même, il y a des suites avec le sac. Et qui est surtout d'une autre école et d'une autre esthétique, la guitare électrique. Donc je débute, je suis petite fille, donc déjà la moitié de la salle va rire ou va éclater, puisque j'ai des nattes, j'ai une petite jupe courte au-dessus des genoux, j'ai des soquettes blanches et j'ai des petits mocassins. J'ai donc 9 ans, avec 2 élèves du professeur de contrebasse, où on a déjà travaillé une petite partition, tout dure entre 4 et 5 minutes, un tout petit peu plus, je fais allonger et organiser l'explication. Donc ça débute classique, c'est le premier plan scénique, c'est 3 contrebassistes qui jouent classique. Une petite mélodie, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, puisqu'on répète encore le 25 au soir, tard, la veille. Mais surtout, et qu'il faut dire simplement, il y a une chaise au milieu du plateau, en formica, venant d'un milieu prolétaire, le formica, tout le monde connaît le formica, la cuisine en formica, la table en formica, avec les bols et les Duralex.
prolo, mes amis. C'est ainsi. Donc, il y a une chaise simple en formica et je serai toute la soirée assise ou rejoindre mes 4 piliers. Donc, le premier pilier classique, le deuxième pilier contemporain. Il y aura ma basse à côté de la chaise. Je ferai un petit solo, pareil, de 4-5 minutes, contemporain, musique contemporaine. J'en ai fait de longues années. Je rejoins toujours ma chaise et je dialogue de ma vie. Je parle de ma vie. Je parle des rencontres, c'est critique, ça sera polémiste, ça sera peut-être dérangeant. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que c'est absolument improvisé. Le discours, c'est un discours. Je m'adresse au public et sans oublier trop, j'espère que je n'oublierai pas certaines choses. J'ai fait quand même 15 ans d'orchestre symphonique, freelance, donc je peux parler de Bernstein, j'oublie de Mehta, enfin tous ces grands chefs d'orchestre, quand on est freelance, quand on vous appelle. Allô Joël, dis donc, il y a le bassiste, sa femme elle est malade, est-ce que tu es libre pour 2 concerts aux Champs-Élysées? Voilà, il y aura 2 concerts, il y a 10 répétitions. Bon, tu regardes, on l'appelle les requins. Tu es libre et tu commences à vivre la musique, à être payé, tu peux t'acheter des godasses, aller au cinéma, pourquoi des chaussettes. Bon. J'ai fait ça longtemps. Mais entre sandwich, McDonald's, il y a eu le contemporain. Donc, après le classique, il y a le contemporain. Je ferai un solo bas, je me redresse, tac, je fais un petit solo, un pupitre. Je rejoins ma chaise après. La chaise en formica. En formica. Et je continue à dialoguer les rencontres, le centre américain, les compositeurs, l'aventure, le bien d'homme. J'ai beaucoup appris des compositeurs. J'ai des critiques envers. Je nommerai jamais quelqu'un. Et je nommerai rien du tout. Aucune institution. Mais je serai en pleine institution. C'est quand même le festival de musica. Moi, je ne vais pas me déranger, mais ça ne fait rien. Je vais donc dire ce que je pense. Subversif, je le suis. Donc, je vais dire certainement des choses qui vont faire rire, d'ailleurs. Et qui vont... Je ne sais pas quoi. Je ne suis pas public, mais ils entendront ce qu'ils ont à entendre. Le contemporain, je rejoins la chaise à formica, je parle encore de ci, de ça, mes trucs, mes bourses, je sais pas quoi, l'Amérique, le Japon, Berlin, l'aventure, la danse, ma première musique de scène en 72, Trollus et Cressida, fallait-il que je sais pas quoi, ou à courir rue de Rome pour aller acheter le traité d'orchestration de Berlioz, parce que j'entendais trombone, percussion, voix et contrebasse, évidemment, mon instrument chéri. Donc je vais te parler de tout ça. Les musiques sont entre 5 et 10 minutes, pas plus. Je rejoins le trio D-Jazz, jazz de création, parce que j'ai invité Lorraine Newton et avec Edouard, donc ça sera drums, voix et basse. Pareil, on joue 2 petites pièces peut-être, 10 minutes. Donc ça c'est le 3e pilier, le jazz. Absolument. Et je rejoins la chaise formica. Je continue. C'est un truc entre 1h, 1h10. Il ne faut pas que je sois trop bavarde parce que je peux être bavarde. Je suis une conteuse. Et puis c'est vrai que j'ai fait beaucoup de trucs, c'est comme ça. J'ai rencontré beaucoup de gens et puis j'ai été au-delà de la musique, avec des gens de théâtre, avec les peintres, des expositions où je jouais, des danseurs, des poètes. J'ai fait des festivals de poésie. J'ai été 20 ans à Polyphonix. Je peux vous parler de Polyphonix, évidemment, de tous ces... Voilà. Et sur les routes aussi pour ça. Un festival à Venise, un festival à Parme, un festival à New York, un festival à Budapest, tous les ans un festival qui était au Centre américain, qui s'était passé à Pompidou. Je parle de tout ça et arrive le dernier qui doit, pareil, se rejoindre cette contemporanéité dans le son, cette actualité, si j'ose dire, et je termine en duo Serge et moi. Mais pareil, 10 minutes. Je crois savoir, de tous les entretiens que j'ai entendus et lus de toi, que la contemporanéité a toujours été un sujet pour toi. C'est aussi pour ça que tu t'es intéressé, dans les années 70, à la musique contemporaine, au free jazz. C'était aussi la contemporanéité. C'est ce qui s'est passé, ce qui se déroulait. Il y avait ça. L'IRCAM n'était pas encore là, on était en 69. L'IRCAM et l'ensemble intercontemporain. Par contre, l'itinéraire est de The 2M, parce que j'étais bassiste 10 ans, 9 ans. L'itinéraire, puis 2 ans, 1 an ou 2 chez Paul Méfano. Il n'y avait pas, j'étais là, contrebasse là. C'est ce qui est, ils arrivent en 73 ou 74 peut-être. Et après, j'étais freelance chez Boulez, Bouboule, on l'appelle, Bouboule. J'avais pas la position, comme on dit. Il fallait qu'une œuvre demande 2 contrebasses. Alors là, on m'appelait parce qu'on savait, ça se sait. J'ai donné mon premier récital à Paris avec des œuvres contemporaines que j'avais ramenées des États-Unis, donc de New York, quand j'avais reçu cette bourse à Buffalo, travaillant avec Morton Feldman. J'avais pris mon Greyhound
Sound et j'étais venu à New York, évidemment, la capitale New York. Et je m'étais baladé dans New York. J'étais rentré chez Peter Edition. Et là où nous, ici en France, en Europe et beaucoup en France, on n'avait rien pour cet instrument bâtard, magnifique, grave, gros, grave, lourd. Et j'avais trouvé, je sais pas, une vingtaine de partitions déjà, parce qu'il y avait Bertram Turetsky, grand monsieur qui a fait évoluer cette basse contemporaine, qui ne parle pas de jazz encore, parle pas de jazz, qui est essentiel dans l'histoire du jazz. La contrebasse est essentielle. Donc j'avais cette conscience-là, tout ça, j'étais toute jeune, 24 ans, c'est tout jeune, bon bref. Et donc je termine avec cette contemporaine. J'ai eu une très grande conscience de mon siècle dès mon arrivée même à Paris, je dirais, c'est tout. C'est une curiosité que j'avais, que j'ai encore. J'ai jamais changé. Et c'est pas que là-dedans, c'est dans la littérature, qu'est-ce qui est écrit, le Goncourt qui est sorti là, pas là, Godard qui vient de partir. J'ai cette chose simple, sans en faire un cheval de bataille. C'est naturel chez moi. C'est être présente dans ce qui se passe, de ce qui s'entend, de ce qui se sent, de ce qui se fait, de ce qui s'écrit, de ce qui se dit, inclut la politique, parce que je suis une personne très politisée. Il n'y a pas une journée de cette vie où il n'y a pas 2-3 fois dans la journée les intérêts de la radio et des news, on dit. C'est comme ça. Et c'est ni papa ni maman qui m'ont... c'est naturel, c'est comme ça. Donc, je termine avec ça, puis je finis encore un petit speech, parce que j'aurais déjà pas mal parlé, et j'appelle mes potes. Serge, Laurent, et on se salue. Ça fait 1h10. D'accord. C'est pas que je fais du jamais vu, c'est que je suis assez gonflée ou un peu... Tu vois, je prends des risques, parce que je suis pas comédienne, je suis pas actrice, rien. Mais je sais que je peux compter et parler au public, ça je le sais. Du côté de ton père, il y a eu des antécédents, des Léandre Clown. Du côté de mon père, le côté artistique, c'est le père, c'est pas la mère. La mère, c'est la paysanne, c'est les paysans, c'est la terre, c'est le paysan, c'est le travail d'ailleurs. Paysan, il n'y a pas plus de travailleur qu'un paysan, il se lève à 4h du matin et là, ça a son sillon, là, bon bref. Ce sont des bosseurs, les paysans, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du côté du père, c'est un peu farfelu, c'est caraque, on traîne un peu poète. Le père était poète aussi, il avait ce côté, oui, un peu clown. Et ça vient du côté du père. Oui. Donc le côté artistique, voilà, je pourrais dire que ça vient du père. Alors tu as donné 4 piliers, le classique, le contemporain, le jazz, et plus particulièrement le free jazz, et donc la contemporanéité, donc aujourd'hui, ton travail notamment avec la guitare électrique de Serge Tessoguet. Je voudrais revenir sur la question du jazz, plus particulièrement du free jazz. C'est quelque chose qui t'a profondément marqué au début des années 70. Tu as une période, je dirais, de boulimie musicale, de découverte, même pas que musicale d'ailleurs, théâtrale, poétique, etc. Et tu es allé vers le free jazz, tu y es allé presque naturellement. C'est quelque chose qui t'a beaucoup, beaucoup apporté. Si tu devais te donner une définition de ce free jazz, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que c'est que cette musique si particulière, si étonnante? Qu'est-ce qui t'a... C'est l'histoire de ces musiciens qui ont créé leur musique. C'est ça qui m'a intéressé.
qui continue à m'intéresser, à m'interpeller, qui osent, au-delà de tout ce qui s'est écrit, pensé, notifié ou pas notifié, ils ont créé leur musique. Le jazz est une musique du musicien. C'est pas une musique de compositeur, même si Duke Ellington, on peut en nommer, mais avant tout, il est pianiste, Duke Ellington. Ou Mingus, il est bassiste. Ou ça va très très loin, ou Stan Getz, enfin, on peut tout sauter. Ils ont créé leur musique. Ça m'a interpellé, inclus avec l'improvisation dedans, mais comme le jazz est très connoté, est très, je dirais presque institutionnalisé même maintenant, il y a des écoles de jazz, on joue les standards, on s'implique, on s'applique, il s'est classifié, tout simplement. C'est le free jazz qui m'a intéressé parce que c'était ce qui se passait de plus créatif. L'intercon n'était pas là encore. Il y avait ces deux ensembles qui débutaient aussi, mais plus tard, parce que moi j'y vais en 69, écoutez les Blacks. On disait les Blacks à l'époque, on dit maintenant les Afro-Américains. Les deux ensembles, tu parles des ensembles contemporains, 2E et l'itinéraire. Oui, l'intercan n'était pas là. Donc, j'avais un Velosolex, mais ma boulimie, elle continue à l'âge que j'ai de bien taper. Je continue parce que la lecture, ou ce qui se passe, c'est pas simplement la radio et la politique, la poésie, je sors pas mal, je lis beaucoup, parce que comme je voyage beaucoup, je lis beaucoup. Donc c'est naturel chez moi, c'est sans effort. J'avais le Velosolex et va savoir pourquoi j'allais au centre américain. Et j'ai écouté, j'ai vu, après je rencontre Lebel, après il y a le festival polyphonique, c'est peut-être de traîner là. Et j'étais là, écoutez, il dormait en haut, il y avait les matelas, Braxton, Art Ensemble Chicago, Frank Wright, Frank Lowe, je le dis et je le répète, ça fait des années que je répète la même chose, ça fait rien. Saint-Cy. Et j'écoutais, alors qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Tout simplement cette jubilation d'être soi, ça s'arrête là. De jouer de sa musique, c'est tout, de la créer, de l'inventer. Mais free jazz, ça veut dire free jazz. Libérer le jazz. Parce que Ornette Coleman, Albert Elliott, tous ces gens-là se sont aussi posés des questions. Ils ont foutu le feu. Et en plus, il y avait d'autres. Il y avait le rock, il y avait la peinture, il y avait tout ça aux États-Unis, parce que tout ça se passe là-bas, c'est pas chez nous. Voilà, ils se questionnaient aussi. Donc, c'est libérer le jazz. Mais les roots, comme on dit, les racines, viennent de toute l'histoire du jazz. C'est tout. Mais étant femme, contrebassiste en 69, je suis jeune. Je suis vraiment jeune, je dois avoir 19 ans peut-être, 18 ou 19 ans. C'était tellement nouveau. C'était une gifle d'entendre et de voir ces musiciens qui jouaient, qui hurlaient. Je rappelle ce duo, je le répète encore, Bill Dixon et Anne Silva, je ne sais même pas s'il avait un archer, il devait avoir une branche de platane, je ne sais pas quoi. Il faisait en tout en jouant de la basse. Donc voilà. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Et je rentrais finir mes études classiques en finissant mon concerto saucisson en ré majeur. C'est ça. Donc c'est à moi, ça a été à moi dans ce chaos sonore de ces années-là. Il ne faut pas oublier que je suis en plein fin de 68. Il n'y a pas que ça, il y a le MLF au milieu. Je me rappelle Delphine Seyrig dans les rues, soutien-gorge en l'air, les seins nus en manifestation. Elle n'était pas seule, il y avait du monde. Il y avait des filles, des femmes. J'étais jeune. Qu'est-ce qui se passe? Puis après, t'as la musique électronique, t'as Pierre Schaeffer, t'as tous les Pierres, il y a plein de Pierres d'ailleurs. Henri, tout le bazar. Donc moi, j'ai traversé tout ça, c'est d'où mon âge aussi. Et j'ai entendu tout ça. Donc tout ça, c'est cette boulimie de curiosité, de mon siècle. Je suis de mon siècle. C'est aussi simple que ça. Hors antenne,
Nous avons parlé de ces rencontres multiples. D'ailleurs, je vois une sorte, peut-être, tu vas me dire si je me trompe, de paradoxe presque là-dedans, mais tu m'as parlé de ce concept de solitude. Alors, tu m'as dit solitaire, mais pas la solitude. C'est pas rien d'être contrebassiste, parce que c'est un instrument essentiel dans l'histoire du jazz, comme le piano. Si j'avais été pianiste, peut-être que j'aurais été aussi autant curieuse. Peut-être que le hautbois ou le corps French horn, il y a aussi une histoire instrumentale. Moi, cet instrument m'a, je dirais pas dominé, heureusement que pas, ou écrasé, mais m'a interpellé. Son répertoire, sa position historique, ce manque d'intérêt des graves, c'est un sujet vaste. Quand on joue un certain instrument qui te suit et qui te suivra jusqu'à ta propre mort. Donc il y a aussi ça. Pourquoi ? Parce que le jazz m'a intéressé. J'allais aussi sur les quais à Paris, et dès qu'il y avait une basse, alors j'ai ce truc avec, qu'est-ce que j'en sais, Major Hawley avec Slim Stewart, évidemment il se met à chanter, et il swing avec l'archer. Ça a été un choc pour moi, je crois qu'il m'a apporté peut-être grâce à lui que je me suis mis à chanter avec la basse, pas savoir. Slim Stewart. Je sais pas, j'ai acheté tous les Mingus, il y avait ce truc avec une petite roulette à Paul Chambers, Major Hawley qui lui aussi, parce que c'était et ça l'est, ils sont morts, ils sont partis pour ainsi dire tous. J'ai écouté le jazz, seul, par curiosité, pour aller vite, et par amour de cet instrument, de son histoire ou historicité. J'étais intéressée de ce qui se passait, s'est passé dans le jazz. Bien sûr que j'ai écouté tous les Coltrane, les Mingus, mais pas que. J'ai écouté les Ellington, mais seul chez moi. Alors c'était pas ici, j'étais à Pigalle à l'époque du conservatoire. Quand je dis seul, c'est pas quelqu'un qui m'a dit Joël va écouter Kenny Clarke au Riverbob, et j'en avais 20 ans. Il y avait JF, voilà, par exemple, Jean-François Kenny Clarke, bassiste étonnant, c'est le même parcours d'ailleurs, c'est-à-dire classique, contemporain, parce qu'il faisait partie de Ars Nova à l'époque, il n'y avait pas l'intercon et toutes ces choses-là. Et lui, jazzman, donc ça m'intéressait, c'est tout, je n'ai pas plus à dire là-dessus. C'est un devenir qui est solitaire. Quand je vois mon parcours à 71 ans et que je vois 50 ans derrière, il est vrai que c'est très malvenu de parler d'autres, sinon ça veut dire que moi je me mets sur une position complètement high et différente et au-dessus des autres. J'aime pas ces hiérarchies-là, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens qui sont partis, qui se sont paumés, qui ont dit oui à un Braxton, qui sont tombés sur... Et c'est parce que je suis peut-être une guerrière, je sais pas ce que je suis une aventureuse, je crois à cette aventure de l'autre et du travail. Je suis une grande travailleuse. Parce qu'on est à deux, souvent, c'est mieux, soi-disant, que je suis moins sûre, d'un partenaire. Mais je n'ai pas eu de partenaire pendant des années. Puis d'un coup, tu as un partenaire que ça dure 3 ans. Puis d'un coup, tu es 2 ans seul. Puis après, tu as quelqu'un que ça dure 10 ans. Puis après, tu es 15 ans seul. Seul, c'est seul. Pas de partenaire. Donc, tu as plein de temps à travailler. Pour les études, on fait 5, 6 heures, 7 heures de basse. Mais après... tu commences à gagner ta vie, tu joues bien ton instrument, c'est le minimum quand même, avec tant d'études, tu joues bien ton instrument, mais après tu es seul, dans le sens aussi de te trouver. C'est pas parce que tu sors du conservatoire que tu es musicien. Tu vas devenir musicien parce que tu es dans la rue. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Quel choix va arriver à toi ? J'aurais pu finir et jouer, je sais pas, des valses et faire danser les gens, ou rester dans un orchestre symphonique, ce que j'ai fait. Mais c'était pas... Donc on voit bien que là, il y a un caractère, où il y a une différence de je sais pas quoi. Cet instrument est un instrument d'orchestre. J'en ai fait un instrument soliste. On doit être 15, 12, 13 dans le monde. Pas en France, dans le monde. C'est que moi, seul, oui, on n'est jamais seul, mais ce parcours-là, j'en avais 20 ans, je fais mes études, j'avais 20 ans et demi. J'arrive à 17 ans et demi, à 20 ans et demi, j'arrive à mon diplôme, et dis, tu fais comme les bimbois, qu'est-ce que je vais faire ? Ah bon, ben pour commencer à gagner et payer ta rent, ben tu fais un peu de ce que tu connais, tu fais un peu d'orchestre, parce que tu vois, j'ai fait quand même aussi 10, 15 ans presque d'orchestre de chambre aussi. J'ai remplacé Paul Kuentz, Bernard, je ne sais plus comment son nom, j'étais la bassiste de l'orchestre de chambre de Versailles, des voyages, tout ça c'était fabuleux, mais c'était pas mon truc. L'orchestre symphonique, c'était pas mon truc. J'ai dit, tu vas pas jouer toute ta vie avec feuille de paye au bout. La symphonie 40 de Mozart, tu auras peut-être éventuellement une création. Tant mieux, il y aura des grands chefs. J'ai des mémoires de grands chefs. Tu as Bernstein avec le Sacre du Printemps, ça te marque à vie. Mais c'était pas mon truc. C'est mon caractère et autres. Je suis peut-être solitaire, soliste. Il y a beaucoup de choses dans le mot solo. J'ai provoqué des solis de contrebasse. Je suis allé voir des compositeurs, je les ai provoqués même. Donc il y a une suite logique dans mon travail. Mais ce travail-là, en
en disant je ne suis pas seul quand même, ça serait pourri. Il est solitaire, oui. Là où je parle d'un paradoxe, c'est parce que ta vie est une vie de rencontre. Et tu le dis aussi assez fréquemment, c'est que on se fait par les autres et que la musique se fait au travers des autres. C'est pour ça que je vois une sorte de paradoxe dans cette expression de la solitude. Après la solitude, c'est pas tout d'aller vers l'autre, c'est apprendre et comprendre et rentrer seul chez toi, potasser, souligner, ingurgiter, macérer, sélectionner et à dose homéopathique d'être toi. Donc tu vois bien que tu apprends constamment d'un livre, d'un bouquin, d'un film, de je sais pas quoi, dans la rue, d'un son, d'une feuille qui tombe, de le bonjour à ta concierge, je l'ai déjà dit, ou d'un miaulement d'un chat. Tout ça, c'est un monde et ton monde qui vient de toi. Mais après, c'est du travail. C'est pas simplement « Oh, elle a fait plein de rencontres, elle est devenue... » Mais si tu deviens, c'est parce que tu bosses, tu fais des comparaisons, tu analyses. Tu essayes de comprendre à ta manière de ce que tu as perçu, rencontré, et ça devient une sorte de texture. Quant à moi, sonore, parce qu'à la base, je suis musicienne, mais on appelle ça tout simplement, appelons ça par les mots qui existent, la culture. Je suis quelqu'un de culture. La culture m'intéresse. Moi, c'est rencontre, oui. Moi, j'appelle ça cette curiosité. C'est peut-être parce que j'ai rencontré Cage aussi, j'ai gardé au-dessus de cette cheminée. On appelle ça en anglais, et c'est parti, ça faisait tellement longtemps, une sentence, une phrase qui avait été grandie au computer. Au plus les arts sont différents, au plus les langages sont différents, au plus ils conversent entre eux. Merci, John. Voilà. C'est qu'on peut apprendre tellement d'un danseur ou d'une danseuse, d'un mouvement, d'un quelque chose, d'un corps posé à droite quand 4 rentrent de l'autre côté cour et jardin, je ne sais plus de quel côté c'est, et qui rentrent dans un certain tempo, et que tu as juste là un solo d'un autre mouvement sur la droite, clac, clac, c'est compositionnel. Donc ça t'apporte du truc, du son à ton moulin, je sais pas, voilà. Et moi, j'ai été naturellement comme ça. Mais c'est sur 50 ans, hein. Donc il y a beaucoup d'apprentissage, de connaissances peut-être, ça serait puant de dire ça, mais après il faut désapprendre pour être soi. Il faut oser désapprendre. Savoir ne pas savoir. Je le dis dans mon livre. C'est une poétique. C'est savoir ne pas savoir. Donc t'es nu, t'es un bébé. Il sort, il fait dedans, il a son fronton, il a son brand là, c'est comme une libellule, je sais pas quoi, c'est une olive provençale, il a rien dans le truc, il est nu, il y a rien. Joël Léandre, ça fait, tu le disais à l'instant, bientôt 50 ans que tu improvises. Cette musique improvisée, ça a été quand même un de tes grands chevaux de bataille, on va dire, de ta carrière de musicienne. Même dans les musiques improvisées, on le sait, hein, à force d'en écouter, de parcourir les concerts, d'écouter, il y a des
trucs qu'on repère, il y a des personnalités, il y a des choses qui peuvent revenir, ça c'est fréquent, même dans ces musiques qui se veulent des musiques de liberté, de construction continuelle. Comment tu conserves entière cette énergie, cette passion qui t'anime, cette rage de vivre dont tu parles assez souvent? Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression d'avoir tout vu, tout écouté, parfois de tourner en rond, pourquoi pas, dans ce milieu-là? Justement, pourquoi? C'est absolument pas possible, puisque le fait, aussi, c'est très bélien, c'est très Derek, puisque même le groupe, puisque l'improvisation, c'est avec qui tu joues. Si tu joues un mardi avec le trio, l'autre, il arrive d'Angleterre, l'autre, il a 14 heures d'avion, il arrive de Vancouver, et toi, tu arrives de Paris, tu n'as que 4 heures de train. Tu as vécu et tu as traversé une chose dans les 15 jours, 3 mois ou 1 an où tu n'as pas vu les mêmes musiciens. Et pourtant, on s'aime, on se re-rencontre, on se retrouve, parce qu'il y a des fidélités dans cette musique. Eh bien, c'est impossible de répéter. Il n'y a aucune répétition. Par contre, le vocabulaire de l'improvisateur, si tu écoutes Steve Lacy ou Mozart, ou Joël Léandre, il y a des vocabulaires et il y a des sélections. Et on peut entendre, tu mets 20 sacs, tu dis ça c'est Evan Parker, ça c'est Steve Lacy, ça c'est Mozart, ça c'est Vivaldi. Je fais aucune différence. Parce qu'il y a l'obsession de l'artiste qui, à force, il a ses graines, il ou elle, c'est pareil pour moi, elle, et il a donc, je ne parle pas de style. Je parle de ces sélections qu'on est obligé de faire. Donc, il y a un univers d'un musicien qu'on retrouvera. Mais tu peux pas. Et on est codé. C'est très Cajun, parce qu'il n'aimait pas beaucoup l'improvisation. Mais on est codé. Une main de bassiste, il y a des positions. Dans un souffleur, il y a des phraseologies qui fait qu'un archer de violoncelle est comme ça, un archer de contrebasse est comme ça. C'est des lois acoustico-instrumentales. Et bien sûr qu'il y a... Mais il y a le fait de la différence des musiciens quand tu rencontres et l'instrumentation, la journée, le moment, la salle, l'acoustique, le lieu, fait que c'est pas possible qu'il y ait répétition. C'est pas possible. Par contre, le musicien ou la musicienne, tout instrument confondu dans ce sujet-là, il ou elle a, je l'espère, sélectionné certaines choses et qui crée un vocabulaire. Il ou elle s'est créé. Moi, j'ai un vocabulaire quand j'improvise. C'est une évidence. Mais évident. Parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. C'est des décisions. Mais si on ne décide pas, les gens que... Voilà, c'est de la bouillaque, la diarrhée même. C'est un vrai sujet compositionnel. Quant à moi, c'est pas la musique improvisée. Je parle là, fondamental, de l'improvisation. L'improvisation est une musique, je rejoins ce qu'on a dit tellement, il y a Derek Bailey, mais il n'est pas seul. C'est une musique naturelle. Mais elle peut être codée, ou toutes ces choses-là. La musique indienne n'a rien à voir avec la musique chinoise, n'a rien à voir avec la musique arabe. Bon, après, il y a l'instrumentation. On s'aperçoit aussi que l'instrumentation et l'instrumentarium, ce sont exactement les mêmes. La musique chinoise, arabe, indienne ou quoi, tu as la voix, tu as les percussions, tu as les souffleurs et tu as les cordes, en très gros. Mais la musique chinoise, c'est pareil. Mais la musique indienne, c'est pareil. La musique européenne, blanche, occidentale et colonialiste, c'est pareil. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas si loin. Après, on va parler de style, on va parler de, je sais pas quoi, de siècle. Moi, je suis pas indienne, donc je connais pas la musique indienne, je connais pas la musique arabe. Mais en très grande ligne, donc voilà, il me semble pas que je me répète quand j'improvise avec mes potes et potesses. La question de la transmission maintenant, Joël, je crois que c'est un sujet qui te préoccupe beaucoup. Tu as donné des cours au Mills College dans les années 2000, 2002 à 2006. 2002, 2004, 2006. Voilà, c'est ça, à 3 reprises. Tu donnes aussi des masterclass assez régulièrement en différents lieux. Tu rencontres aussi des musiciens plus jeunes, comme les frères Secaldi, à qui aussi tu donnes... C'est pas des masterclass, je t'arrête, ce sont des workshops que je donne. Parce que masterclass, ça voudrait dire qu'étant maître, maestra ou maestro, j'enseignerai que la contrebasse. C'est ça, le maître, c'est la spécialité. Workshop, c'est tout instrument. Mais workshop, atelier, ça s'appelle en français, c'est tout instrument confondu voix. Il peut y avoir des électriques, des noise, des percussions, tout instrument possible qui a un désir d'apprendre un peu, de jouer avec l'autre aussi, parce que c'est une musique instrumentale, l'improvisation, c'est pas une musique de compositeur, blablabla, c'est une musique de instrumentiste, c'est une musique de musicien, je le dis fort, c'est une musique de musicien, c'est naturel, tu prends ton biniou, c'est une musique instrumentale. Alors ça m'intéresse beaucoup. Alors tu enseignes donc dans ces workshops et comment est-ce que on enseigne la liberté ? Mais on peut pas enseigner la liberté.
Tu peux donner des bornes. Tu vois, comme borne en voiture, ne pas tourner, freiner, sans interdit, chemin petit, je sais pas quoi, marche arrière. Et après, il y a l'individu qui est persuadé, qui prend ses risques, il ou elle, hein, on dit toujours il, ça pourrait être elle. Mais il n'y a pas de méthode. Moi, j'enseigne rien, moi, je suis une passeuse, je ne suis pas une enseignante. Je suis une passeuse, donc je n'ai pas la prétention d'enseigner la liberté, puisqu'on n'est pas libre quand on a un instrument dans les doigts, dans la bouche. Tu ne peux pas être libre, c'est impensable. C'est impensable d'être libre. Donc, c'est un sujet philosophico-politico. On ne peut pas enseigner de la liberté. Parce que tu n'es pas libre quand tu improvises. Tu bosses immensément. C'est un travail énorme, l'improvisation. Alors, qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais alors? J'enseigne comment tu rencontres l'autre et comment tu fais aussi des ratages, comment tu mémorises. C'est une histoire de mémoire. C'est les mêmes ingrédients que l'écriture et la composition. La répétition, le volume, les dynamiques, le phrasé, les respirations, la démocratie, on est en pleine démocratie, le civisme, ça touche du civisme aussi, parce que si tu arrives, tu joues trop fort, tu tues l'autre à côté, tu rencontres dans l'improvisation des gens qui vont plus vite, il y a des gens nerveux, tu as des mous, tu as des rêveurs, il y en a qui dorment aussi, il y a des gens, le dernier, j'ai un peu compris, le 5e jour, tu vois, il a compris, il ou elle a compris quelque chose, il y a de tout, c'est de la société, it's a day life. C'est ça l'improvisation. C'est un travail inouï. Et à force, la réussite, c'est effectivement une certaine réussite. Réussite, je sais pas, mais une certaine réussite, c'est de jouer avec les mêmes. C'est là où il y a le vocabulaire, il y a l'écoute et on se connaît. Au plus on connaît l'autre, l'instrumentiste, évidemment. C'est pas, tiens, il a les chaussettes bleues et il a un chapeau sur la tête, on s'en fout. C'est avec une certaine instrumentation, mais on peut pas enseigner la liberté. On n'est pas libre. Jamais de la vie. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. C'est une grande écoute, c'est surtout une grande écoute. Et puis c'est osé, c'est une musique où on ose, c'est très risqué l'improvisation. C'est le funambule, c'est le fil, je le dis tout le temps. Il y a des jours tu improvises avec ton pote, mais même des grands pros, mais c'est pas bon mes amis. Eh bien c'est accepté que là. Pourquoi? Si tu as cette conscience aiguë, comme dirait Chelsea, tu rentres chez toi, tu écoutes, à l'époque on avait des cassettes, après il y a les noirs, puis il y a les CD, tu écoutes un peu ce que tu as fait, tu dis, là dans cette pièce, des petites pièces, c'est pareil, c'est une autre écriture, c'est une autre approche de la musique qui a toujours été, on en fait des tables rondes, ce que tu veux, l'improvisation, mais c'est un sujet où on devrait même arrêter de faire ces tables rondes. C'est une musique naturelle, c'est un voyage, oui, c'est une forme de domaine des libertés, je dirais.
Tu as pratiqué cette improvisation, c'est une grande partie de ta vie de musicienne. Cependant, ça ne t'a jamais, mais jamais empêché de commander des œuvres, d'avoir des œuvres sur partition qu'on t'a données, que tu as suscité, que tu as même suscité vraiment de tes Mais vœux. parce que j'aime ça. Voilà, justement, tu aimes ça, tu as demandé à certains compositeurs, je vais en citer quelques-uns parce que bon, la liste est longue, hein, mais disons quelques noms. Philippe Fénelon, Philippe Hersan, Betsy Jolas, John Cage, bien sûr, Jacinto Chelsea, qui t'ont donné donc des œuvres, dédicacé des œuvres. Quelle est l'essence de ce travail? Comment ça se passe avec chacun d'entre eux, d'entre elles? Ça n'a surtout rien à voir, puisque tu joues la musique de quelqu'un d'autre. C'est pas ta musique pour commencer. Donc ça, c'est clair comme l'eau qui coule. Donc tu te mets au service d'une pensée, d'une écriture, d'un musicien que tu aimes ou que tu connais déjà en avance même, sa musique. Et puis c'est surtout très lié à l'histoire de cet instrument. J'ai provoqué ça pour un instrument dit d'orchestre, pour qu'on arrête ces hiérarchies de penser qu'il n'y aurait que les instruments nobles, puisque moi je fais partie des instruments non nobles. Et on le sait ça. L'alto d'ailleurs, du quatuor à cordes, est non noble aussi. Tous les cuivres, c'est pas noble. Oui, c'est les fanfares. Ça, c'est pas noble, évidemment. Donc, tout a du sens, tout a un sens, tout se recoupe. Tout se recoupe. S'il n'y a pas révolution, s'il n'y a pas un domaine subversif, s'il n'y a pas un canard noir qui bouscule, qui provoque et qui rêve de changer quelque chose, on s'installe dans un cursus de assurance, et on appelle ça du conservatisme, un classicisme, et des gens sont heureux là-dedans. Donc moi, ce qui m'a provoqué, c'est l'instrument. L'instrument de mon époque. Je suis du 20e et 21e siècle, donc j'étais dans ces sons-là. C'est Cage qui disait, il n'est pas plus du 20e siècle, ou puisqu'à l'époque c'est 20e siècle, c'est des sons simplement de notre génération, de notre siècle. C'est parce qu'on est écrasé de répétition, de encore écouter Carmen et la 5e de Beethoven. J'ai rien contre, hein, mais jouons la musique là, de nous, soutenons la création. C'est pour ça que Boulez a fait un travail inouï et qu'on ne peut que le respecter, même s'il a fait aussi autre chose assez difficile pour certains compositeurs, parce que bon, il était mégalo de pouvoir, il a eu tout ce qu'il fallait. De toute façon, il rentrait, après Baden-Baden, il rentrait de New York, et s'il rentrait, il rencontre la Pompidou, il a dit « je veux ça, ça, ça », et même, il n'a pas vu la Philharmonie, il a tout eu. Pour la création, donc on ne peut pas abîmer trop M. Boulez, parce qu'il a beaucoup fait pour la création. Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu prends comme ça une œuvre écrite pour la contrebasse? Malgré cette pratique libre d'improvisatrice, là tu es contrainte de jouer une partition qu'on t'a écrite avec des choses très précises. Non mais je t'arrête, on n'est pas contraint. Si tu as l'aventure d'aller vers le compositeur, tu aimes ou tu as entendu des œuvres et tout, et tu provoques ce compositeur et tu lui dis « j'ai des souvenirs de ça, est-ce que tu as déjà écrit pour la contrebasse ?» Non, je dis « pourquoi ?» Ah ben écoute, je connais pas ça. Ben justement, on va se rencontrer et puis moi, est-ce que tu veux écrire? Vous, je ne sais plus à l'époque, il y a longtemps, parce que je suis plus là-dedans, hein, depuis longtemps, c'est les années 70, où je commence à passer des commandes ou à provoquer des compositeurs. Ouais. Donc après, j'ai arrêté ça. Il faut que les jeunes prennent le petit bout de bois, là, comme on dit, le relais. Ça va. Mais tout ça, c'est aussi pour et par rapport à faire entendre cet instrument dans sa totalité. L'instrument, la contrebasse est un instrument oublié. Et encore, même quand je prends des trains ou des taxis, quand on me voit avec une basse, il n'y a pas que moi, hein, c'est tous les bassistes, c'est toujours poum poum poum. C'est un désastre de savoir, et c'est un manque de connaissance d'ailleurs, de savoir, même pas les progrès, ce que cet instrument, par la lutherie, les cordes, tous ces changements, et les bassistes qui ont tellement travaillé pour dire « Hey guys, vous allez l'écouter maintenant ça ». Ça a autant de valeur que d'écouter un solo de flûte ou de violon. Donc c'est bien les contrebassistes qui ont fait évoluer l'histoire de cet instrument, bien sûr. C'est les contrebassistes. Merci beaucoup Joël Léandre pour cet entretien. Merci à toi, merci à vous.